BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes bien dans le 18-19, on va parler de ces négociations commerciales. Vous savez, c'est à 15 jours de la fin de ces négos et ça s'annonce très tendu. Demain, il y a du reste un comité justement sur ces négociations commerciales. Et puis il y a le salon de l'agriculture, évidemment, qui brouille un peu toutes les cartes parce que tout le monde veut se mettre bien avec les agriculteurs. Bonsoir Nicolas Facon, merci d'être là. Bonsoir Edwige. Vous êtes président de l'ILEC. L'ILEC, alors, c'est un acronyme un peu bizarre. Vous êtes la voix des marques, de plus de 110 marques et des marques les plus connues, puisqu'on retrouve Mars, Pepsi, Lactalis, Nestlé, Petit Navire, Pernod Ricard et bien d'autres encore, entre leur troisième France. Et en fait, si vous êtes là, c'est un peu peut-être pour contrecarrer le récit des géants de la distribution, que ce soit Michel-Édouard Leclerc, qui est devenu le présidentiable, qui sera du reste demain l'invité de la matinale de BFM Business. C'est aussi Alexandre Bompard qui sera mon invité jeudi. Bref, on voit, ils sont tous là. Et vous, vous les représentez, toutes ces marques qui disent mais attendez, il faut arrêter. On va revenir sur ce bras de fer. Juste un mot sur la consommation. Est-ce qu'elle se tient ? Oui, c'est la bonne nouvelle. Aujourd'hui, la consommation des ménages français se tient dans un contexte qui est difficile, économique. On a vécu un gros choc d'inflation en 2022-2023 avec des prix qui ont dû augmenter de manière forte. Et pour autant, ce qu'on voit, c'est que la consommation des ménages se tient à la fois en volume et en valeur. On est à plus 1 en volume, plus 2 en valeur. Donc ça veut dire que ça repart. On a pourtant un taux d'épargne des Français très élevé, il est à 18%. Ça veut dire que les Français sont inquiets, mettent de côté ceux qui le peuvent dans leur bas de laine, mais la consommation tient et c'est important parce que la consommation des ménages, c'est un des moteurs de l'économie française. L'industrie des produits de grande consommation, donc les produits essentiels que vous avez dans les rayons des supermarchés que vous avez chez vous, c'est le premier secteur industriel manufacturier en France et ça représente en tout, sur le total des emplois, pratiquement 2 millions d'emplois. Donc il est important que ce secteur se porte bien et tiré par la consommation des ménages. Donc plutôt une bonne nouvelle. Alors maintenant on commence par les mauvaises nouvelles. Alors d'abord, cette actualité ce soir, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous, Nicolas Facon et vos adhérents? Vous allez nous dire ça. On a appris que Leclerc est sanctionné pour sa centrale européenne. 33 millions d'euros à payer. Alexandre Bompard, le Carrefour, lui, a déjà été sanctionné, c'est un peu plus de 10 millions. Là, c'est parce qu'il n'a pas respecté des dates où, normalement, les négociations commerciales devaient être closes. Vous dites youpla boum, qu'est-ce que vous dites ? Non, je dis d'abord, effectivement, ce qu'il faut réexpliquer peut-être aux Français, c'est que les négociations doivent s'arrêter le 1er mars. Et ça, c'est vrai côté industriel et côté distributeur. C'est ça la raison pour laquelle la centrale internationale de Leclerc a été sanctionnée cette année encore pour des faits qui se sont passés l'année dernière. Ce que je voudrais juste souligner, c'est que c'est la deuxième fois de suite. Donc ça veut dire que l'amende qui avait eu lieu en 2024 n'a pas suffi. On a à nouveau une amende, donc ça veut dire que les faits sont répétés malheureusement. Donc c'est plutôt un regret. Et quand on regarde le montant de l'amende et qu'on le rapporte finalement au nombre d'industriels concernés, le montant est inférieur. Donc je crains malheureusement que ce soit pas suffisant pour changer les pratiques. Et donc vous demandez plus, qu'est-ce que vous demandez ? Non, ce qu'on demande en fait, c'est que la loi soit respectée tout simplement, qu'il y ait des contrôles. Oui, mais donc elle n'est pas respectée d'après ce que vous dites. Voilà, et quand elle n'est pas respectée, qu'il y ait des sanctions, c'est normal. Donc c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Oui. C'est ce qui se passe. Mais s'il recommence et que finalement il gagne plus d'argent en ne respectant pas la date butoir, la fameuse date butoir, on va y revenir bien sûr, du 1er mars, là c'était 2025, et il gagne plus d'argent en fait en passant outre la loi, c'est ça que vous nous dites ? Effectivement, s'il continue malgré les sanctions, c'est qu'effectivement il y trouve un gain économique. Je voudrais juste dire sur Eurelec... Eurelec, c'est donc la centrale d'achat. C'est la centrale d'achat de Leclerc qui est basée en Belgique, voilà. Qui est une centrale commune à Leclerc en France, un des plus gros distributeurs allemands rêvés en Allemagne.
le nombre de contrats qui n'étaient pas signés au 1er septembre chez Rolex, c'était à peu près 50%. Ça veut dire que non seulement la date du 1er mars a été dépassée, mais elle a été très largement dépassée de plus de 6 mois pour la moitié des industriels concernés. Oui, mais alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi de votre faute. C'est peut-être vous, les industriels aussi, qui avez fait traîner les négociations. Non, je ne sais pas, la responsabilité. C'est une question qu'on peut se poser, effectivement. Oui, il faut être deux pour conclure une négociation, vous avez raison. Maintenant, quand on regarde, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la notion de déséquilibre. C'est-à-dire si, avec ce système d'alliance, de regroupement de distributeurs, aujourd'hui, quand vous êtes un industriel français de taille moyenne, à partir de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous n'avez plus que 3 acheteurs en face de vous. Oui. C'est-à-dire que vous n'avez plus que 3 acheteurs. Donc il y a 25 000 entreprises qui fabriquent des produits de grande consommation. Vous avez tout un écosystème de fournisseurs. Vous avez 400 000 agriculteurs. Il vous reste 3 acheteurs qui ont finalement la main sur les produits que vont acheter les 30 millions de ménages français. Donc on a une hyper concentration. Donc on pourrait se dire c'est de la faute de l'industriel si on ne trouve pas d'accord, mais en fait quel est l'intérêt d'un industriel de ne pas trouver un accord avec un client qui pèse à minima 30% de son chiffre d'affaires? Le risque il est beaucoup trop important. Oui, alors attendez, là on a vu, c'était Michel Leclerc qui avait dit qu'il n'y aurait pas de chocolat Ferrero, enfin du moins les chocolats de Noël, il faut préciser, parce que justement il n'y a pas d'accord, parce que la hausse des prix était trop importante. C'est peut-être aussi la hausse des prix que demandent les industriels est peut-être trop élevée. Alors, chaque industriel prend la responsabilité de ses prix, qu'il vend à la distribution. Il le fait... alors, je pense qu'il faut tordre le cou à une contre-vérité qu'on entend trop souvent, c'est que les industriels ont toujours envie d'augmenter les prix, de reconstituer leurs marges et de le faire sur le dos des consommateurs. C'est pas vrai ? Non, la première obsession d'un industriel, c'est de faire tourner ses usines. Et pour faire tourner ses usines, il faut que des produits qui soient compétitifs. On est sur des marchés qui sont extrêmement concurrentiels. Vous avez plusieurs marques nationales, vous avez des produits de MDD, vous avez des autres marques. Donc si vous avez des prix trop élevés par rapport à la qualité que vous offrez, le consommateur se détourne de vous. Donc dire que l'industriel a toujours envie d'augmenter ses prix et que c'est le distributeur qui joue ce rôle de gendarme, c'est absolument fou. J'imagine que vous avez sans doute lu l'interview d'Annie Genevard, donc qui est la ministre de l'Agriculture, dans Le Parisien, chez nos confrères du Parisien, qui a dénoncé le chantage mortifère de la grande distribution. Alors notamment, pas forcément vis-à-vis des géants comme Mars, mais notamment vis-à-vis des agriculteurs, des petites ETI, PMI. Et puis que c'est vrai qu'il y a un salon de l'agriculture qui ouvre ses portes le week-end prochain. Mais quand même, chantage mortifère, est-ce que vous vous dites, tiens, ça y est, elle a compris notre problème ou quoi ? Les mots sont durs, les mots sont justes, elle a raison. Elle dit tout haut ce que l'ensemble des acteurs disent, puisque demain on a la réunion, vous l'avez dit, le deuxième comité de suivi interministériel des négociations. C'est ce que disent l'ensemble des représentants à la fois du monde industriel et du monde agricole, des TPE, des PME, des ETI et des moyens et des grands groupes. Je pense que quand on connaît la stature de la ministre d'Agriculture, je pense qu'on ne peut pas l'accuser de surenchère médiatique. Elle dit les mots justes. Aujourd'hui, on a un système qui est une prise en otage de l'industrie, très, très claire en fait, par un certain nombre d'acteurs, qui sont très peu nombreux, à travers le non-respect... C'est les Leclerc, les Carrefour, les Intermarchés, voilà, c'est des alliances... Coopérative U. Oui, alors c'est les alliances. Aujourd'hui, vous avez une alliance française qui regroupe Intermarché, Auchan, Casino, qui elle-même appartient à une alliance internationale avec d'autres acteurs européens et des cas qui aujourd'hui exercent un chantage permanent. Au moment où on se parle, il y a sur une 50aine d'industriels concernés, il y a plus de 20 industriels qui sont en sanction, c'est-à-dire qui sont en arrêt commande sur une quantité très importante de leur activité, alors que les négociations ne sont pas terminées. Donc on est vraiment dans une violation quotidienne du droit français. Ah oui, une violation quotidienne du droit français. Donc c'est très fort ce que vous dites là. On voit bien quand même qu'il y a ce bras de fer. Demain, j'imagine que le comité de suivi, ça va être un peu chaud, non ? Oui, je pense que ça va être tendu, effectivement. Oui, ça va être tendu. Ça va être tendu, oui. Et qui joue le
le rôle d'arbitre. Qu'est-ce que vous en espérez, vous, puisque vous représentez les industriels, enfin une partie des industriels, surtout les marques, les grandes marques? Ce qu'on attend, en fait, c'est un exposé clair de la situation, des différents intervenants. Donc, dans ce comité, vous avez les deux ministres de l'agriculture d'un côté et de la consommation, du commerce de l'autre. Et puis, vous avez les représentants de la distribution, les représentants de l'industrie, les représentants du monde agricole. Donc, je pense que ce qui va être important, c'est de poser le diagnostic le 17 février, où est-ce qu'on en est des négociations. Et le deuxième, c'est aussi une intervention des pouvoirs publics s'il est nécessaire. Moi, je pense que c'est absolument nécessaire par rapport à ce que je viens de dire, pour rappeler tout le monde à l'ordre sur le respect de la loi. Mais alors, quel rappel à l'ordre voulez-vous? Parce que vous avez dit quand même quelque chose. Aujourd'hui, il y a 20% des industriels qui voient leurs produits bloqués dans les grands magasins. Oui. Parce que quoi? Parce qu'il n'y a pas d'accord. Parce qu'ils n'ont pas voulu baisser les prix au niveau des demandes des acheteurs. Aujourd'hui, ce que vous avez vraiment une pression sur des baisses de prix de l'ordre de 5, 10, 15% en fait, qui sont demandées aux industriels, qui ne correspondent pas du tout à la réalité des coûts des industriels. Vous demandez combien? Les tarifs qui étaient demandés en moyenne par les industriels étaient aux alentours de 3,5. Il faut savoir que quand un industriel propose un tarif de 3,5, en réalité, puisqu'en fait il y a tout un tas de négociations, oui, il lui reste 1,5 en fait en poche avant même de démarrer les négociations. Oui, donc, mais en même temps, Michel-Édouard Leclerc, il le dit, il le répète, on le voit partout. En plus, maintenant, c'est l'homme politique préféré des Français, mais je mets des guillemets, bien sûr. Il dit qu'Annie Genevard, en fait, elle s'exprime au nom de la corporation qu'elle défend. Je pense que c'est Alors, je lui laisse la teneur de ses propos. Je pense que c'est... Voilà, c'est quoi? Non, mais je veux dire, je pense que c'est pas... Je pense que... Vous cherchez un mot diplomatique. Oui, je cherche le mot, parce que voilà, je veux pas être trop incisif, mais je pense qu'il n'est pas à la hauteur de la responsabilité du ministre. C'est pas correct. Non, c'est pas correct. Ouais. C'est pas correct. Donc, mais en même temps, le pouvoir d'achat, c'est la priorité des Français. Donc, oui, quelque part, Michel-Édouard Leclerc, on voit bien, il a encore progressé dans les parts de marché là, qui sont sorties. Il n'arrête pas de progresser. Et ceux qui progressent, c'est ceux qui sont justement qui tirent les prix vers le bas. Alors, il y a deux choses. Je pense qu'il faut faire un peu la part des choses. D'abord, effectivement, Leclerc est le plus performant aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il gagne des parts de marché. Et c'est grâce à la performance des magasins, qui sont basés sur une politique de prix bas, effectivement, mais aussi sur vraiment une performance commerciale. En fait, quand vous allez dans un magasin, excusez-moi, vous avez le meilleur service commercial, donc il gagne des parts de marché. Excusez-moi. Non, mais je vous en prie, buvez un peu d'eau, parce qu'on sait que vous allez tous attraper les grippes et qu'ici, merci. Ce studio est un peu particulier, fait tousser tout le monde. Pour autant, il n'y a pas que la distribution qui défend le pouvoir d'achat. Encore une fois, les industriels... Le but d'un industriel, c'est vraiment d'avoir des produits compétitifs. Et puis le dernier point, il ne faudrait pas ramener le problème du pouvoir d'achat uniquement sur la question des prix bas. Sur la question des prix bas et de la consommation. Oui, mais c'est quand même là où on voit que c'est sans doute un peu le danger. J'ai une question, c'est que l'inflation, in fine, est-ce que vous pensez que vous allez arriver quand même à un accord sur le niveau ou pas? Parce que quand on en parle, j'en ai parlé avec Dominique Schelcher, donc de Coopérative Vue, il me dit, nous on vise 0. Pour vous, c'est pas tenable. Alors vous dites, au nom des industriels, grosso modo, évidemment ça dépend des marques, c'est 3,5. Alors ça, c'était la demande tarifaire des industriels. Ouais. Quand on regarde l'inflation, aujourd'hui, elle est à 0,6 au moment où on se parle. Donc on est revenu à un niveau d'inflation qui est très bas. Maintenant, quand on regarde la réalité des coûts industriels, on ne reviendra pas au prix d'avant 2019, avant la crise Covid, la crise ukrainienne, la reprise mondiale, etc. Ouais. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les coûts industriels, je ne vais pas parler des matières premières, mais c'est le cas sur les matières premières. Si on prend l'énergie, elle a fait entre plus 50 et plus 100%. Les salaires ont fait entre plus 16 et plus 20. Ouais. Le transport a fait plus 15. Donc aujourd'hui, la réalité des industriels, ils n'ont pas la capacité de répercuter des baisses qui n'ont pas eu lieu. Alors moi j'ai encore deux questions à vous poser, Nicolas Facon, si votre voix le permet. Est-ce que vous vous dites, est-ce qu'il faut des négociations pluriannuelles? Parce que c'est date butoir du 1er mars, je crois qu'il n'y a qu'en France en fait où il y a ce système. Et donc il faudrait des négos glissantes quelque part, vous voyez, chaque mois ou chaque fin de mois, ou comment vous voyez les choses?
Alors la date butoir, elle date de 2005, donc c'est vieux, hein, ça a été mis en place il y a 20 ans. Pourquoi ? Parce que il ne faut pas confondre la cause et la conséquence. C'est-à-dire qu'on entend souvent dire, finalement, si ça se passe mal en France, c'est parce qu'il y a trop de règles, parce qu'il y a la date butoir, etc. La réalité, elle est inverse. En fait, si le législateur, qui court toujours après la réalité économique, a mis en place un certain nombre de lois et la date butoir en est une, c'est simplement parce qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements. Donc c'était une volonté de réguler ça. Ça n'a rien réglé. Non, elle a rien réglé, mais elle oblige tout le monde à essayer de se mettre d'accord au 1er mars. L'idée des négociations pluriannuelles, en théorie, c'est une bonne idée, parce qu'autant avoir des contrats. Alors, négociation pluriannuelle, peut-être pour expliquer, c'est plutôt d'avoir un contrat sur 1 an, on a un contrat sur 3 ans ou 5 ans. Et il y a un système avec une clause de revoyure. Il y a une clause de revoyure une fois par an, on révise les prix en fonction de ce qui se passe. Donc en théorie, c'est parfait. Dans la réalité, malheureusement, quand on regarde les relations industrie-commerce aujourd'hui, comment ça fonctionne, je dirais que les contrats annuels ne sont même pas respectés en fait. Donc je ne vois pas comment aujourd'hui on passerait d'une situation où les contrats ne sont pas respectés. Je vais expliquer. Le 1er mars 2025, il y avait, pour les contrats qui étaient signés en France, ils ont été à peu près respectés la date. À l'étranger, c'était pas le cas. C'est pour ça que Relec a été condamné. Avec 70 manquements. 70 manquements. Qui ont été sanctionnés. Mais pour les entreprises qui ont signé en France au 1er mars, très très vite, il y a eu des demandes de renégociation. Ouais. Donc oui, malheureusement, la pratique fait qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt pour ça. Est-ce que le système est en train de dériver parce qu'il y a justement ces centrales européennes ? Et en même temps, ces centrales européennes, on écoute les uns les autres, que ce soit Michel Leclerc ou de Michel Cher, qui disent oui, mais comme on est face à des géants, à des multinationales, ce qui est vrai, du coup, il faut mieux qu'on puisse négocier en force au niveau européen avec d'autres consommateurs, d'autres grands groupes de distribution. C'est pas faux. Reconnaissez que c'est pas faux. C'est un récit qui est assez simple et qui n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que quand vous négociez, quand ces alliances négocient, elles négocient avec les entités nationales. Si vous négociez avec, par exemple. Pepsi, je sais pas. Pepsi, c'est la filiale France plus la filiale allemande qui vont négocier. Pourquoi ? Parce qu'elles sont responsables sur leur propre compte d'exploitation. Elles-mêmes sont Pepsi France est une entité française avec de droit français, avec des usines, avec du personnel, etc. et qui respecte la réglementation française. Et donc c'est elle qui va négocier sur son compte d'exploitation. Même chose avec l'Allemagne. Donc c'est pas le géant que vous avez en face. Ce sont des entreprises qui sont de taille tout à fait moyenne. Qui négocient en même temps, c'est-à-dire devant vous, vous avez la filiale allemande, la filiale française, la filiale belge. C'est ça. Donc c'est quand même une démonstration de force de leur part. De leur part, la taille, pour que les Français se rendent compte, quand on parle d'alliances de distributeurs à l'achat, c'est des alliances, des regroupements qui pèsent entre 100, 150, 200, plus de 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc évidemment, le poids de l'industriel, il est infinitésimal dans ces ensembles-là. Oui, alors voilà, les gens de la distribution, ils disent l'inverse. Notre poids est infinitésimal face à des grands comme ceux que vous représentez. Donc c'est un peu ça. Oui, non, mais encore une fois, en droit, ce sont les entités qui négocient, c'est-à-dire les filiales nationales. Pour vous, ce sont elles qui sont responsables. Enfin, non, parce que le mal existait déjà. Disons que avant. C'est une amplification, c'est un développement du problème. C'est-à-dire que le phénomène des alliances, pour bien comprendre ce regroupement, déjà, si vous, en tant qu'industriel, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Non seulement vous êtes impacté sur le business français, mais également d'autres pays européens, en Allemagne, aux Pays-Bas, donc c'est absolument insoutenable économiquement. Et ensuite, ces alliances, elles sont basées à Bruxelles, à Amsterdam, à Madrid, et elles échappent au droit français. Ouais. Nicolas Facon, fort de ça, est-ce que ça se passe aussi mal justement en Allemagne, en Espagne en Italie Non, parce que évidemment il y a de la tension économique, c'est normal. Il y a une discussion autour de prix et c'est normal qu'il y ait une négociation et qu'il y ait de la tension. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est les mauvaises pratiques. On a vraiment une spécificité française où on a cette espèce de chantage permanent, de menaces, de déréférencement, d'arrêt commande.
de non-respect du droit. Et je pense que, d'ailleurs, quand vous écoutez les représentants de la distribution, moi, ce qui me frappe, je trouve, on est sur un secteur qui est très important. On a des entreprises françaises de distribution. Leclerc a publié son chiffre d'affaires qui fait 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc vous avez des entreprises qui pèsent plusieurs dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et quand vous les écoutez, ils vous disent on n'aime pas les lois françaises qui nous concernent. D'ailleurs, on n'a pas envie de les respecter et on part à l'étranger parce qu'on veut négocier sous droit belge ou néerlandais. Oui, c'est quand même le seul secteur de l'économie où on entend des grandes entreprises qui disent finalement le droit ça nous plaît pas donc on fait autrement et on fait ce qu'on veut. Oui. En même temps, quand on l'interroge Michel Leclerc sur le fait de savoir si Eurelec permet d'échapper aux lois françaises, les fameuses lois Egalim, qui sont là pour protéger la rémunération des agriculteurs, lui dit c'est du baratin politique. J'ai vu ça. Alors, il faudrait que Michel-Édouard regarde l'audition au Sénat la semaine dernière, puisque le représentant d'Eurelec était auditionné par la commission d'enquête du Sénat. Il a dit deux choses. Il a dit, un, Eurelec fonctionne avec du droit belge. Et deux, il a dit que les distributeurs français et européens avaient attaqué la France auprès de la Commission européenne pour condamner les lois Egalim. D'accord. Bon. J'ai envie de vous souhaiter courage, notamment pour demain matin, non Oui, ce sera demain à 10h. Oui, demain à 10h, voilà. D'accord. Et on attend le résultat des courses. Merci beaucoup, en tous les cas, Nicolas Facon, d'avoir été avec nous. Donc, le patron de l'ILEC. Dans un instant, on parlera d'IA et d'Inde, puisque c'est le 4e sommet de l'intelligence artificielle qui se déroule là. On en a tout de suite.